Le portail de fer grince sous la main d'Apolline. Elle lève les yeux vers l'homme à cheval qui se tient devant elle, silhouette sombre découpée contre le ciel de printemps. Le duc Gaspard de Lormont la regarde sans sourire. Elle sent le poids de la vie d'embargo plié dans la poche de sa robe. 20 familles dépendent d'elle. Elle ne peut pas faillir. Mais cet homme, ce noble qu'elle a croisé 2 fois dans sa vie, vient de prononcer une phrase qui change tout. « Je crois qu'on vous a volé, madame. » Louvent soulève la poussière du chemin. Elle serre les doigts sur le fer froid. Ce qui commence ici n'est pas une histoire de sauvetage, c'est une histoire de vérité. Le gravier crisse sous les sabots du cheval. Apolline de Vérac reste immobile devant le portail de fer, les mains posées sur la barre transversale. Elle ne recule pas. Elle observe l'homme qui vient de s'arrêter devant elle. Il porte un manteau de voyage couvert de poussière. Son cheval souffle doucement. Le soleil de l'après-midi jette une lumière dorée sur les arbres qui bordent l'allée. Tout est calme. Trop calme, madame la comtesse, dit-il en inclinant légèrement la tête. Elle ne répond pas immédiatement. Elle le reconnaît. Le duc Gaspard de Lormont. Elle l'a vu 2 fois dans sa vie. Une première fois lors d'un bal préfectoral, il y a 5 ans. Une seconde fois lors d'une cérémonie commémorative, 3 ans plus tard. Il n'a jamais adressé la parole à son époux. Il n'a jamais visité ce domaine. Il n'a aucune raison d'être ici. Votre grâce, répond-elle enfin, la voix neutre. Il descend de cheval. Ses gestes sont lents, mesurés. Il retire ses gants et les glisse dans sa ceinture. Puis il fait quelques pas vers le portail. Il s'arrête à 2 mètres d'elle. Leurs regards se croisent. « Que faites-vous ici ?» demande-t-elle. « Je passais par là. » Le silence qui suit est lourd. Apolline ne bouge pas. Elle soutient son regard. Elle ne scie pas. Elle attend. « Votre domaine est à 300 kilomètres d'ici, votre grâce, dit-elle enfin. Il ne répond pas tout de suite. Il observe le portail, puis l'allée qui mène à la maison. Les arbres fruitiers commencent à fleurir. Les haies sont taillées avec soin. Tout respire l'ordre, la discipline. Mais il y a quelque chose dans l'air. Une tension invisible. Une fragilité. Je sais, dit-il simplement. Apolline sent une vague de colère monter en elle. Elle ne supporte pas les hommes qui jouent avec les mots. Elle ne supporte pas les visiteurs inattendus. Elle ne supporte pas les mensonges polis. Alors pourquoi êtes-vous là ? Il la regarde à nouveau. Cette fois, son visage est grave. Parce que je crois que vous avez besoin d'aide. Elle recule d'un pas. La phrase la frappe comme une gifle. Elle ne veut pas de pitié. Elle ne veut pas de charité. Elle ne veut pas qu'on la croie faible. Je n'ai besoin de rien, répond-elle sèchement. Pas de moi, dit-il, de la vérité. Le vent soulève les branches des arbres. Un oiseau chante quelque part dans le verger. Apolline sent son cœur battre plus vite. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais elle sent que quelque chose vient de basculer, quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer. Je ne vous connais pas, monsieur le duc. Non, mais je connais votre notaire. Le monde s'arrête. Apolline sent ses mains se crisper sur le fer. Elle ne dit rien. Elle attend. Et je crois qu'il vous a volé. 4 heures plus tôt. Apolline est assise dans la bibliothèque du domaine. La lumière du matin entre par les grandes fenêtres. Les rideaux de lin blanc bougent légèrement dans le courant d'air. Sur le bureau devant elle, un document officiel, un avis d'embargo provisoire. Elle le lit pour la 3e fois. Les mots ne changent pas, les chiffres ne changent pas, mais elle ne les comprend toujours pas. 3000 francs de dette enregistrée, une hypothèque sur la parcelle forestière, un retard de paiement datant de 4 ans. Mais elle n'a jamais contracté cette dette, elle n'a jamais signé cette hypothèque. Elle tient ses registres avec une précision maniaque depuis la mort de son époux. Chaque dépense est notée, chaque recette est vérifiée. Elle connaît chaque chiffre par cœur. Elle pose le document sur le bureau. Elle ferme les yeux. Elle respire lentement. Elle ne peut pas se permettre la panique. 20 familles dépendent de ce domaine. Les fermiers, les domestiques, les ouvriers agricoles. Si l'embargo est appliqué, ils perdront leur salaire. Leurs enfants perdront leur pain. Elle ne peut pas les laisser tomber. Elle se lève. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle regarde le verger. Les pommiers sont en fleurs. Le ciel est d'un bleu profond. Tout semble paisible. Mais elle sait que cette paix est fragile. Elle sait qu'elle peut tout perdre. On frappe à la porte. Elle se retourne. Entrez. C'est Marguerite, la gouvernante. Une femme de 50 ans au visage sévère mais aux yeux bienveillants. Elle tient un plateau avec une tasse de thé. Madame, dit-elle doucement. Apolline hoche la tête. Marguerite pose le plateau sur le bureau. Elle jette un regard au document officiel. Elle ne dit rien, mais Apolline voit l'inquiétude dans ses yeux. Marguerite, dit Apolline,
Je vais me rendre à la sous-préfecture demain matin. Je veux comprendre d'où vient cette dette. Bien, madame. En attendant, je ne veux pas que les domestiques s'inquiètent. Nous continuons comme d'habitude. Oui, madame. Marguerite hésite. Puis elle ajoute, il y a un visiteur au portail. Apollon France les sourcils. Un visiteur qui, unnoble, à cheval. Il demande à vous voir. Je n'attends personne. Je sais, madame. Mais il insiste. Il dit que c'est important. Apollon soupire. Elle n'a pas le temps pour les politesses mondaines. Mais elle ne peut pas refuser un visiteur sans raison. Ce serait une insulte. Et dans sa situation, elle ne peut pas se permettre de froisser qui que ce soit. Très bien, j'arrive. Elle prend le document et le glisse dans la poche de sa robe. Puis elle suit Marguerite jusqu'au portail. C'est là qu'elle voit le duc Gaspard de Lormont pour la 3e fois de sa vie. Apolline marche lentement vers la bibliothèque. Le duc la suit en silence. Elle n'a pas ouvert le portail. Elle l'a fait entrer par la porte de service. Elle ne veut pas qu'on les voie ensemble. Elle ne veut pas de rumeurs. Elle ne veut pas de malentendus. La bibliothèque est son territoire. C'est là qu'elle travaille. C'est là qu'elle tient ses registres. C'est là qu'elle prend ses décisions. Ce n'est pas un salon de réception. Ce n'est pas un lieu de courtoisie. C'est un lieu de vérité. Elle s'assoit derrière le bureau. Elle ne lui propose pas de s'asseoir. Elle le regarde. Elle attend. Madame, commence-t-il? Je sais que ma présence ici est inhabituelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il ne sourit pas. Il ne joue pas la galanterie. Il va droit au but. Avez-vous relu tous les actes notariés signés après le décès de votre époux? La question la prend au dépourvu. Elle se raidit. Pourquoi cette question? Parce que je crois qu'on vous a volé, madame. Et je crois savoir comment. Elle sent une vague de froid traverser son corps. Elle ne dit rien. Elle attend qu'il continue. Il sort une lettre de la poche intérieure de son manteau. Il la pose sur le bureau. Elle est cachetée. L'écriture est tremblante, maladroite. Cette lettre m'a été remise il y a 3 jours, dit-il. Elle vient d'un ancien clerc de notaire, un homme mourant. Il a écrit pour soulager sa conscience. Apolline prend la lettre. Elle brise le cachet. Elle lit. Les mots sont simples, mais ils sont terribles. Le clerc raconte comment, il y a 4 ans, il a aidé Maître Delon, le notaire de Vérac, à enregistrer une duplicata frauduleuse d'un acte notarial. Une fausse dette, une fausse hypothèque. Le clerc explique qu'il n'a pas compris tout de suite ce qu'il faisait. Il pensait que c'était une simple correction administrative, mais plus tard il a compris. Et il n'a rien dit, par peur, par lâcheté. Apolline repose la lettre, ses mains tremblent. Elle les pose à plat sur le bureau pour les cacher. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demande-t-elle, la voix blanche. « Parce que cette lettre mentionne mon nom. » Elle lève les yeux vers lui. Elle ne comprend pas. « Votre nom ?» Oui. Le clerc explique que pour enregistrer cette duplicata, il fallait une signature administrative, une prorogation de délai. Cette signature a été apposée par un membre du conseil préfectoral. Il se tait. Apolline attend. Elle sent son cœur battre dans sa poitrine. Cette signature était la mienne, dit-il enfin. Le silence tombe comme une pierre. Apolline le regarde. Elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait pas quoi penser. Vous avez signé? Oui. Mais je ne savais pas ce que je signais. Comment est-ce possible? Il y a 6 ans, je siégeais encore au conseil préfectoral. J'ai signé une prorogation administrative pour un ensemble de dossiers en retard. Un acte penal. Je n'ai pas lu les détails. Je n'avais aucune raison de me méfier. Mais parmi ces dossiers se trouvait le vôtre. Apolline sent la colère monter en elle. Une colère froide, lucide. Vous avez facilité ma ruine, sans le savoir. Est-ce une excuse suffisante? Il ne répond pas. Il soutient son regard. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à minimiser. Il accepte le poids de ses mots. Non, dit-il simplement, ce n'est pas une excuse suffisante. Elle se lève. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Elle regarde le verger. Les fleurs blanches des pommiers tremblent dans le vent. Elle sent les larmes monter, mais elle les retient. Elle ne pleurera pas devant cet homme. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demande-t-elle sans se retourner. « Pour réparer. Vous ne pouvez pas réparer ce qui est fait. Je peux essayer. » Elle se retourne. Elle le regarde. Il est debout immobile. Son visage est grave. Ses yeux sont clairs. « Comment ?» En vous aidant à prouver la fraude. En vous aidant à retrouver votre terre. Et pourquoi feriez-vous cela? Parce que c'est juste. Elle rit. Un rire amer sans joie. La justice n'existe pas pour les femmes seules, monsieur le duc. Alors créons-la. Les jours suivants passent dans une étrange intimité. Apolline et Gaspard travaillent côte à côte, parcourant les archives du domaine. Ils comparent les actes notariés. Ils cherchent les incohérences. Ils reconstituent le puzzle.
Apolline découvre en lui un homme méthodique, habitué aux affaires administratives complexes. Il ne se contente pas de lire les documents, il les analyse, il pose des questions précises, il note tout dans un carnet de cuir noir, lui découvre en elle une intelligence sans complaisance. Elle ne se laisse pas impressionner par le jargon juridique. Elle exige des explications claires, elle refuse les approximations. Peu à peu, il reconstitue l'histoire de la fraude. L'acte notarial original a été enregistré 3 mois après le décès du comte de Vérac. Il portait sur la transmission de la dot d'Apolline, un viager de 2000 francs par an. Mais 2 mois plus tard, une duplicata a été enregistrée. Elle portait le même numéro de référence, mais les montants étaient différents. La dot était réduite à 1000 francs. Les 1000 francs restants étaient transférés sur un compte fictif, présenté comme une dette contractée par le comte avant sa mort. C'est brillant, murmure Gaspard en examinant les documents. Diaboliquement brillant. Comment ont-ils pu faire cela, demande Apolline, en exploitant le chaos administratif qui suit un décès. Pendant les mois de deuil, personne ne vérifie rien. Les héritiers signent ce qu'on leur présente. Les notaires ont toute latitude. Mais pourquoi moi? Parce que vous étiez seul, parce que vous n'aviez pas de famille pour vous protéger, parce que vous étiez une cible facile. Apolline sent la colère et la honte se mêler en elle. Elle a été naïve. Elle a fait confiance. Elle a signé sans lire. J'aurais dû me méfier, dit-elle doucement. Gaspard lève les yeux vers elle. Vous étiez en deuil. Vous aviez le droit de faire confiance. Le droit ne protège pas contre la bêtise. Ce n'était pas de la bêtise. C'était de l'humanité. Elle le regarde. Il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose de doux, de respectueux, quelque chose qui la touche malgré elle. Mais pour que cette duplicata soit enregistrée, reprend-il, il fallait une signature administrative légitimant l'enregistrement tardif. Votre signature. Oui, le silence retombe. Apolline observe Gaspard. Il ne détourne pas le regard. Il ne cherche pas à fuir. Il accepte sa part de responsabilité. Qui a signé cette duplicata? Demande-t-elle. Gaspard hésite. Puis il sort un autre document. C'est une copie de l'acte frauduleux. En bas une signature, Maître Arnaud Delon, notaire. Votre notaire, dit-il simplement. Le soir tombe. Apolline demande à Gaspard de partir. Elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de solitude. Il accepte sans protester. Il monte à cheval et s'éloigne dans la lumière dorée du crépuscule. Apolline reste seule dans la bibliothèque. Elle regarde les documents étalés sur le bureau. Les preuves de la fraude. Les preuves de sa naïveté. Les preuves de la trahison. Elle pense à Maître Delon, un homme respectable, unnotable, un pilier de la communauté. Elle lui a fait confiance. Elle l'a invité à sa table. Elle l'a écouté avec déférence. Et il l'a volé. Elle sent la colère monter à nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas une colère froide. C'est une colère brûlante, vivante. Une colère qui lui donne de la force. Elle ne laissera pas cet homme détruire ce qu'elle a construit. Elle ne laissera pas cet homme voler le pain de ses fermiers. Elle ne laissera pas cet homme gagner. Mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas se battre seule. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de Gaspard. Et cette pensée la trouble. Parce qu'elle ne veut pas dépendre d'un homme. Elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être debout. Le lendemain matin, Gaspard revient. Apolline l'attend dans la bibliothèque. Elle a pris une décision. Je veux confronter Maître Delon, dit-elle. Pas encore. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toutes les preuves. Nous avons la duplicata. Nous avons la lettre du clerc. Mais nous n'avons pas le registre original. Où est-il? À la sous-préfecture. Alors allons-y, pas nous. Moi, Apolline S.E. Radet. Pourquoi vous? Parce que je suis un duc. Parce KJ de Relations. Parce que je peux exiger l'accès au registre sans éveiller les soupçons. Je ne veux pas que vous fassiez cela à ma place. Je ne le fais pas à votre place. Je le fais avec vous. Elle le regarde. Il y a quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sincère, de profond, quelque chose qui la touche malgré elle. Très bien, dit-elle enfin, mais je viens avec vous. Il hésite, puis il hoche la tête. D'accord. Ils partent le lendemain à l'aube. Le trajet jusqu'à la sous-préfecture prend 3 heures en voiture. Apolline regarde le paysage défiler par la fenêtre. Less champs, less forests, less villages. Tout lui semble étrangement lointain, comme si elle voyageait dans un rêve. Gaspard est assis en face d'elle. Il ne parle pas. Il regarde lui aussi par la fenêtre. Mais de temps en temps, leurs regards se croisent. Et à chaque fois, Apolline sent quelque chose se nouer en elle, quelque chose qu'elle ne veut pas nommer. Ils arrivent à la sous-préfecture en milieu de matinée. C'est un bâtiment austère, en pierre grise. Des fonctionnaires vont et viennent dans les couloirs. L'air sent la poussière et l'encre. Gaspard demande à voir le chef des archives.
On les fait attendre dans un petit bureau. Apolline sent la nervosité monter en elle. Elle serre les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Enfin, un homme entre. Il est petit, bedonnant, avec des lunettes rondes. Il salue Gaspard avec déférence. « Votre grâce, que puis-je pour vous ? Je souhaite consulter les registres notariaux de la région de Vérac. Année 1848. L'homme France les sourcils. C'est une demande inhabituelle, votre grâce, je sais, mais c'est important. Puis-je connaître la raison ?» Gaspard se penche légèrement en avant. Sa voix est calme, mais ferme. « Non, mais vous pouvez me faire confiance. » L'homme hésite, puis il hoche la tête. « Très bien, suivez-moi. » Ils descendent dans les caves du bâtiment. Les archives sont entreposées dans de grandes armoires en bois. L'air est humide et froid. L'homme cherche pendant plusieurs minutes. Puis il sort un grand registre relié de cuir noir. « Voici, dit-il en le posant sur une table. » Gaspard ouvre le registre. Il cherche la page correspondant à l'acte notarial d'Apolline. Il la trouve. Il lit puis il se tourne vers Apolline. « Regardez. » Elle s'approche. Elle lit « Il n'y a qu'un seul acte enregistré. L'acta original. Pas de duplicata. Pas de dette fictive. Rien. La duplicata n'existe que dans les copies transmises au notaire, murmure Gaspard. Apolline sent son cœur battre plus vite. C'est la preuve. La preuve que Maître Delon a menti. La preuve qu'il a falsifié les documents. Puis-je obtenir une copie certifiée de cette page ? Demande Gaspard. L'homme hésite à nouveau. Puis il hoche la tête. Je vais la préparer. Ils repartent en fin d'après-midi. Apolline tient la copie certifiée contre sa poitrine. C'est une victoire. Une petite victoire, mais une victoire quand même. Dans la voiture, elle se tourne vers Gaspard. « Merci, dit-elle simplement. » Il la regarde. Il sourit légèrement. « Ce n'est pas fini, je sais, mais c'est un début. » Il roule en silence pendant un moment. Puis Apolline demande « Pourquoi faites-vous cela ? Vraiment ?» Il ne répond pas tout de suite. Il regarde par la fenêtre. Puis il dit « Parce que j'ai signé sans savoir, parce que j'ai été négligent, parce que j'ai contribué à votre malheur, et parce que je ne peux pas vivre avec ça. Vous n'êtes pas responsable. C'est pas de la même manière que Maître Delon, mais je le suis quand même. » Apolline le regarde. Elle voit la sincérité dans ses yeux. Elle voit la douleur. Elle voit la culpabilité. « J'ai signé aussi, dit-elle doucement, des actes que je n'ai pas lus. Pendant les mois de deuil, j'ai fait confiance, j'ai été lâche à ma manière. » Il se tourne vers elle. Leurs regards se croisent. « Vous n'étiez pas lâche, vous étiez humaine, et vous aussi. » Le silence qui suit est différent. Ce n'est plus un silence de tension. C'est un silence de compréhension. Un silence qui les lie. Quelques jours plus tard, l'embargo provisoire est appliqué. Une partie des terres est gelée. Les fermiers viennent demander des comptes. Apolline les reçoit dans la cour du domaine. Elle leur explique la situation. Elle leur montre les documents. Elle leur dit qu'elle se bat pour récupérer ce qui lui appartient. Mais elle voit la peur dans leurs yeux. La peur de perdre leur salaire. La peur de perdre leur maison. La peur de l'avenir. « Je ne peux plus garantir les salaires du trimestre, dit-elle, la voix tremblante. Un murmure parcourt l'assemblée. Les femmes se regardent. Les hommes baissent la tête. « Mais je vous promets que je ferai tout pour que cette situation ne dure pas, » ajoute-t-elle. Un vieil homme s'avance. C'est Lucien, le plus ancien des fermiers. Il a travaillé pour le père d'Apolline. Il a vu naître le domaine. « Nous vous faisons confiance, madame, dit-il simplement. Apolline sent less larmes monter. » Elle hoche la tête. Elle ne peut pas parler. Les fermiers se dispersent lentement. Apolline reste seule dans la cour. Elle regarde le ciel. Les nuages s'accumulent à l'horizon. « Il va pleuvoir, madame. » Elle se retourne. C'est Gaspard. Il est arrivé sans qu'elle l'entende. Il descend de cheval. Il s'approche d'elle. « Je peux couvrir les salaires sur mes fonds propres, dit-il. »« Non. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne veux pas de votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. »« Non. » »« C'est de la pitié. » Il se tait. Il la regarde. Il voit la fierté dans ses yeux. Il voit la douleur. Il voit la force. « Que voulez-vous faire ?» demande-t-il. « Je vais vendre une parcelle. »« Quelle parcelle ?»« La forêt. Celle qui longe le ruisseau. » Il fronce les sourcils. « C'est la plus belle parcelle du domaine. »« Je sais. Votre époux aimait chasser là-bas. Je sais. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Si. » Il se tait. Il comprend. Elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être debout. Elle veut que ce sacrifice soit le sien. « Je vais vous accompagner à la transaction, » dit-il simplement. Elle le regarde. Elle hoche la tête. La vente a lieu 2 jours plus tard. Un marchand de bois de la ville voisine achète la parcelle. Le prix est correct, mais pas généreux.
Apolline signe l'acte de vente sans trembler. Elle prend l'argent. Elle le distribue au fermier le soir même. Gaspard assiste à la transaction en silence. Il ne dit rien. Mais Apolline voit la tristesse dans ses yeux, et elle comprend. Il aurait voulu l'aider, il aurait voulu porter ce poids à sa place, mais il respecte son choix. Ce soir-là, ils marchent ensemble dans le verger. La nuit tombe. Les étoiles commencent à apparaître. L'air est doux, chargé du parfum des fleurs. « Je suis désolé, dit-il. Pourquoi ? Parce que vous avez dû vendre cette terre. Ce n'est qu'une terre. Non, c'est un souvenir. » Elle s'arrête. Elle le regarde. Les souvenirs ne nourrissent pas les enfants. Il ne répond pas. Il sait qu'elle a raison, mais il sait aussi qu'elle souffre. « Je vais confronter Maître Delon, dit-elle. Demain, pas seule. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus seul. » Elle le regarde. Quelque chose se brise en elle. Une barrière invisible. Elle a passé 3 ans à se battre seule. 3 ans à porter le poids du domaine. 3 ans à ne compter que sur elle-même. Et voilà qu'un homme lui dit qu'elle n'est plus seule. Et elle le croit. Le lendemain, ils se rendent ensemble chez Maître Delon. Le notaire les reçoit dans son bureau. C'est une pièce sombre encombrée de dossiers et de livres. Une odeur de tabac flotte dans l'air. « Madame la comtesse, votre grâce, quelle surprise, dit-il en se levant. » Apolline ne répond pas. Elle pose la copie certifiée du registre sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Maître Delon. « Le registre original de la sous-préfecture, » répond Gaspard. « Il n'y a qu'un seul acte enregistré. Pas de duplicata, pas de dette. » Le visage du notaire pâlit. Il prend le document. Il le lit, ses mains tremblent légèrement. « Je ne comprends pas, dit-il. »« Si vous comprenez, répond Apolline, vous avez falsifié les documents. Vous avez créé une dette fictive. Vous avez volé ma dot. C'est absurde. Nous avons aussi la lettre du clerc, ajoute Gaspard. Il a tout avoué avant de mourir. » Maître Delon hesitate. Il regarde le document, puis il regarde Apolline, puis Gaspard. Il comprend qu'il est pris au piège. « Que voulez-vous » demande-t-il enfin. « La vérité » répond Apolline. Devant témoins. 3 jours plus tard, Apolline convoque une assemblée dans la chapelle du domaine. Elle invite les fermiers, les notables, le maire et Maître Delon lui-même. Elle invite aussi le curé et 2 magistrats de la ville voisine. La chapelle est pleine. Les gens murmurent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils attendent. Apolline se tient debout devant l'autel. Gaspard est à ses côtés. Elle prend une profonde inspiration, puis elle commence à parler. Elle explique calmement la manipulation. Elle montre le registre original. Elle lit la lettre du clerc. Elle expose les preuves, une par une, sans colère, sans haine, juste avec la force de la vérité. Puis elle dit « Mais je dois aussi confesser ma part. J'ai signé sans lire, par fatigue, par chagrin. J'ai abandonné ma vigilance. J'ai fait confiance aveuglément. Et cette confiance a permis la fraude. » Le silence tombe sur l'assemblée. Personne ne s'attendait à cet aveu. Personne ne s'attendait à cette humilité. Puis c'est au tour de Gaspard. Il s'avance. Il raconte sa signature administrative. Il explique sa négligence. Il assume sa responsabilité indirecte. « Je ne savais pas, dit-il, mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû lire. J'aurais dû vérifier. Ma signature a permis l'enregistrement frauduleux. Et pour cela, je demande pardon. » L'assemblée est stupéfaite. Un duc qui demande pardon publiquement. C'est inouï. Maître Delon tente de parler. Il se lève. Il ouvre la bouche. Mais personne ne l'écoute. La vérité l'a déjà condamné. Les regards se détournent de lui. Les gens murmurent. Il comprend qu'il a perdu. Le maire se lève. Il demande la parole. Il annonce qu'une enquête officielle sera ouverte. Il annonce que Maître Delon sera suspendu en attendant les résultats. Apolline sent less larms monter. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de soulagement, de victoire, de dignité retrouvée. La chapelle se vide lentement. Les gens sortent en silence. Le curé éteint les cierges. Apolline et Gaspard restent seuls dans la bibliothèque attenante. Une seule bougie éclaire la pièce. Ils ne parlent pas immédiatement. Gaspard retire ses gants lentement. Il les pose sur la table. Apolline s'approche. Elle lève les yeux vers lui. « Merci, dit-elle doucement. »« Non, répond-il. Merci à vous. »« Pourquoi ? Pour m'avoir laissé réparer. » Elle sourit. Un sourire triste mais sincère. « Vous n'avez rien à réparer. » C'est... Elle pose ses mains sur son visage. Un geste ferme, conscient. Elle sent la chaleur de sa peau. Elle voit la douleur dans ses yeux. Elle voit l'amour. Il se penche. Leurs lèvres se touchent. Le baiser n'est pas une explosion. C'est une réconciliation. Il est profond, grave, habité. La bougie tremble.
Dehors, les cloches sonnent la fin de l'office. La fenêtre est entr'ouverte. L'air printanier entre, chargé de parfums de lilas. Ils ne se disent rien. Tout a déjà été dit. Ce baiser n'est pas une promesse légère. C'est un choix adulte, mûri dans la douleur et la vérité. Quelques semaines plus tard, l'embargo est levé. Maître Delon a été suspendu. Une enquête officielle est en cours. Les fermiers reprennent leur travail. Le domaine respire à nouveau. Un soir, Apolline et Gaspard retournent au portail de fer où tout a commencé. Cette fois, il n'y a plus de confrontation. Elle le regarde avec douceur. « Vous ne passiez pas par là, dit-elle. »« Non, répond-il simplement. » Il ouvre le portail et le maintient pendant qu'elle passe. Puis il entre à son tour et le referme derrière eux. Ce geste est symbolique. Ce n'est plus une barrière, c'est une décision commune. Ils marchent côte à côte vers la maison. La lumière du soir est douce. Les arbres fruitiers commencent à fleurir. Le ciel est d'un rose pâle. « Les oiseaux chantent. »« Que allez-vous faire maintenant ?» demande-t-elle. « Restez, répond-il. Ici, si vous le permettez. » Elle s'arrête. Elle le regarde. Elle voit la sincérité dans ses yeux. Elle voit l'amour. Elle voit l'engagement. « Mon domaine est à 300 kilomètres, dit-il avec un sourire. « Je sais, répond-elle. Mais ma place est ici. » Elle sourit. Un sourire lumineux, apaisé. Alors restez. Ils reprennent leur marche. Leurs mains se touchent, puis s'entrelacent. Ce n'est pas un happy end éclatant. C'est une paix conquise. Unpromised sobriety. Un amour qui ne sauve pas, mais qui répare. Un amour où chacun reste debout. Le portail se referme doucement derrière eux. Le vent fait bruire les feuilles des arbres. Le domaine respire. Et pour la première fois depuis longtemps, Apolline sent que tout va bien, que tout ira bien, parce qu'elle n'est plus seule, parce qu'elle a choisi, parce qu'elle est debout.